Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones? Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité. Ce podcast vous est présenté par Aéropexy, l'entreprise aéronautique au service des entreprises qui utilisent des drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Plus d'infos sur aeropexy.com. aeropyxis.com. Aéropexy. Fréquence drone, reportage. Le 6 décembre dernier, Fréquence Drone s'est déplacé à Alfortville, en région parisienne, lors de la journée robotique autonome organisée par Nicolas Herbert, fondateur de la société Escadron. Ce fut l'occasion de rencontrer et d'interviewer plusieurs visiteurs et exposants, acteurs de la filière drone. En effet, les opportunités n'ont pas été si nombreuses cette année en métropole de pouvoir dialoguer avec des prestataires drones et les fournisseurs de matériel télépiloté, qu'ils soient aériens, terrestres, aquatiques ou subaquatiques. Et c'est dans un lieu assez atypique, sur une péniche en bord de Seine, que l'organisateur de cette journée, dédiée à la robotique autonome, nous a fait rencontrer les différents acteurs de ces filières professionnelles. Beaucoup de matériel était présenté et des démonstrations d'inspection aquatique ont convaincu plus d'un participant. Des conférences ont également permis aux visiteurs de mieux appréhender les différentes technologies exposées, ainsi que les réglementations associées. Bref, un bien agréable moment partagé par tous ceux qui ont fait le déplacement. Fréquence Drone vous propose quelques extraits d'interviews effectués à cette occasion. Vous pourrez retrouver l'intégralité de certaines d'entre elles dans nos prochaines émissions. Cependant, malgré nos efforts pour vous assurer une prise de son parfaitement audible, certaines interviews ont un fond sonore assez bruyant. Après tout, c'est bien normal, vu le monde qu'il y avait. Mais commençons tout de suite par un premier visiteur, Gérard Bach, de la société Safidrone. Je suis opérateur drone. Et en plus, donc je suis formateur pour Drone by Lucas. Alors parlons un peu de toi là. Toi, tu fais quoi exactement comme boulot en dehors d'être formateur au départ? En ce moment, donc, je suis retraité, mais anciennement, j'étais préparateur en pharmacie. J'ai un parcours assez éclectique. Je suis aussi pilote professionnel avion, donc j'ai un parcours un petit peu. Donc, tu as un CPL donc? Tout à fait, oui, CPL, exactement, c'est ça. Ouais. Tout à fait, j'ai exercé en Afrique, au Mali particulièrement. Des contrées qui sont merveilleuses. Hein, donc. Ok. Et donc, tu as travaillé combien de temps dans le domaine aéronautique? Aéronautique, je suis resté 3 ans en Afrique. Et en termes de travail aujourd'hui dans le drone, tu dirais que le drone c'est assez facile, assez accessible, ou est-ce que tu t'aperçois que c'est compté, c'est pas tout à fait ce que tu avais peut-être laissé entendre? Non, effectivement, comment travailler exclusivement dans le drone, c'est pas ça du tout. Hein. Enfin, faire du vol drone, j'en fais pas beaucoup, malheureusement. Mais j'en fais pour moi-même, pour garder la main dessus, mais sinon, au point de vue mission, il y a pas grand-chose. C'est donc, heureusement, je fais la formation par derrière. Sinon, ce serait pas possible. Et en termes d'activité, tu dirais que la formation, elle correspond à un métier ou à une compétence? Là, c'est plutôt une formation de base, en fait. Hein, c'est uniquement. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de métier derrière. D'accord, donc on va dire essentiellement plutôt une orientation compétence, une orientation métier. Et est-ce que l'activité drone, tu penses qu'elle va se développer, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt quelque chose qui a un épiphénomène? Le drone, c'est en pleine expansion. Hein. Il y a beaucoup d'applications. Hein, il n'y aura pas uniquement de faire des belles images, des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses qui se développent tout autour. Donc, il faut savoir être bien formé déjà pour commencer, et puis saisir les bonnes opportunités. Eh bien, c'est parfait. On était donc avec Safidrone. Merci beaucoup. Un autre visiteur de cette journée, un prestataire qui monte, Pascal Kerbiguet, créateur de la toute récente société Drone Hub. Je suis le gérant de dronehub.fr, notre site internet, qui permet de mettre en relation tous les télépilotes de France et de Navarre avec toutes les demandes clients sur toute la France. En fait, je vous explique, un client qui veut faire un démoussage de toiture, qui est à Toulouse par exemple, il tombe sur notre site Drone Hub. Et en fait, nous, on va lui trouver le télépilote le plus proche de chez lui et on va lui envoyer pour faire sa prestation. Alors, comment on trouve sur Drone Hub? Comment on y arrive et comment un prestataire peut savoir que tu existes? Alors, Drone Hub est en cours de développement. On est ouvert depuis juillet. Donc, on est en train de travailler sur le référencement du site. Alors, si on doit faire un appel pour les clients, on a compris, mais il faut quand même aussi avoir une base de données. Oui. Donc, si on doit faire une base de données là-dessus, il faut quand même que les gens te connaissent et sachent que tu existes. Comment on fait pour te connaître et s'inscrire sur ton site? Alors, une fois qu'on va sur le site, on s'inscrit.
le télépilote déjà s'inscrit, donc on a une base de données, une base de télépilotes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a 270 télépilotes qui sont inscrits sur le site. Alors, combien ça coûte pour s'inscrire sur DroneHub ? Alors, l'inscription est totalement gratuite. La commission, elle est de 20%, mais elle est prise une fois que la prestation est faite. Donc, en fait, c'est DroneHub qui récupère le paiement et ensuite qui redistribue aux clients. Et quel est le développement alors maintenant de DroneHub ? Parce que je suppose que on est des commerçants bien évidemment, oui. Mais on a aussi des projets, non ? Oui, les projets, c'est déjà de bien se faire connaître sur le territoire national. Et ensuite, on a des demandes sur les pays frontaliers européens, comme la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Et donc, alors on a dit à tous ces télépilotes-là que dès qu'on serait bien ancré sur le territoire national, qu'on irait vers chez eux pour pouvoir faire des vols chez eux et répondre à leurs demandes. Eh bien, un très grand merci. Merci Thierry. Et parmi les prestataires bien utiles aux télépilotes de drone, la société Clearance, représentée par Ophélie Chevreau. Je m'occupe de tout ce qui est marketing et communication chez Clearance. Donc c'est une plateforme d'aide à la préparation des vols de drones pour les télépilotes. Et on a aussi une interface qui est dédiée aux autorités, donc aéroports, pour gérer les demandes de vol qu'ils reçoivent. Alors il y a premièrement la plateforme, donc c'est vraiment un équivalent on va dire de Google Maps pour préparer son trajet de voiture. Sauf que là c'est pour préparer son vol de drone. Et en fait, on va créer son plan de vol avec une date, un lieu, une hauteur. Et nous, on va croiser toute la réglementation pour lister toutes les contraintes à lever pour un vol à cet endroit, à ces jours-là et à cette hauteur-là. L'objectif, c'est de donner un outil pour créer ces missions et lever les contraintes réglementaires en toute autonomie. À côté de ça, pour toutes les missions compliquées, là, on propose aux télépilotes un service de délégation des démarches où on s'occupe de tout. Ils sont au courant de tout ce qui se passe, mais c'est nous qui démarchons les autorités pour obtenir les autorisations, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de réglementation ? Comment tu la vois aujourd'hui ? Comment tu l'aperçois ? Je dirais que pour quelqu'un qui se lance dans l'activité drone, c'est pas évident à prendre en main, ça peut faire peur, surtout qu'il y a beaucoup de dates, de notions différentes à prendre en main. Il y a aussi cette histoire de réglementation française et réglementation européenne. Mais qu'il y a plein d'outils comme Clearance et d'autres qui aident à prendre en main la réglementation et qu'une fois qu'on se focalise dessus, qu'on se concentre un peu, on arrive à prendre en main la chose. Alors chez Clearance, on se base vraiment sur les retours des télépilotes pour faire les améliorations sur la plateforme. Concrètement, on a un dossier Excel dans lequel nous, on va lister, donc ça va être moi, mes collègues qui sont au support, tout ce qui est la partie un peu commerciale de Clearance. On va lister tous les retours des télépilotes sur ça c'est bien, ça c'est moins bien, moi par rapport à mon activité très spécifique, il faudrait qu'on ajoute ça, etc. Et ensuite, on discute avec les équipes dev et on priorise toutes les améliorations qu'on doit apporter à la plateforme. Ouais, c'est bien, de toute façon, en plus de ça, Clearance est très réactive. Alors, vous êtes combien en fait à Clearance ? On est une dizaine, avec à peu près la moitié en support et la moitié en développement. Ouais. Donc, c'est ça qui est très intéressant dans ce genre d'activité. Bien, écoute, est-ce qu'il y a des projets à venir dont on peut parler à Clearance ou pas du tout ? Bien sûr. Alors, quel projet par exemple sur Clearance ? Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, si vous êtes inscrit sur la plateforme, vous recevrez un petit mail avec toutes les nouveautés. J'arriverai pas à voir vraiment les dernières, ça va être difficile. Alors bon, en tous les cas, je te remercie. Écoute, bonjour à toute l'équipe de Clearance parce que vous faites un travail formidable. Merci beaucoup. Autre fournisseur d'applications pour la préparation de missions, Pascal Ball, de la société InnovaTM, conceptrice de DroneKeeper, entre autres. Société InnovaTM qui est éditrice de logiciels avec 3 plateformes. Une plateforme dédiée aux aéroports qui s'appelle Airport Keeper. Et dans le cas de ce qui nous intéresse aujourd'hui un peu plus, c'est la deuxième plateforme de préparation des missions pour les télépilotes qui s'appelle dronekeeper.com. Et la dernière qui est dédiée aux autorités qui est uspacekeeper.com. La partie DroneKeeper permet la préparation, mais c'est pas uniquement la préparation, je dessine ma zone de vol et je prépare tout ça, il y a aussi toute une partie et plein de fonctionnalités, le déport vidéo notamment, la gestion de mes aéronefs, la gestion si j'ai une équipe de mon équipe par exemple. Tout ça est en lien et interopérable avec uspacekeeper, donc sur les 30 SNA aujourd'hui qui utilisent uspacekeeper. Donc depuis DroneKeeper, on envoie directement sa demande de mission sans passer par uspacekeeper. Et donc uspacekeeper, le côté autorité, va recevoir ses missions en bonne et due forme et pouvoir répondre dans un délai
raisonnable. Alors je sais qu'effectivement, les SNA ont besoin de gérer. Au départ, ils recevaient 1 ou 2 emails par jour. Maintenant, ils en reçoivent 50 par jour. On ne gère pas de la même manière et donc il y a des difficultés pour ça. Maintenant, les SNA qui utilisent nos services ont des alertes qui se créent sur leur écran pour dire attention, vous avez telle demande. Elles ont la possibilité de chatter aussi avec le télépilote qui a déposé la demande, de préciser la demande d'une manière ou d'une autre et donc de faciliter la validation et la possibilité pour le télépilote d'aller voler dans les meilleures conditions. Alors, je sais que il y a une partie gratuite sur DroneKeeper, il y a une partie payante, bien évidemment, ce qui est normal, de toute façon. Et dans cette partie gratuite, qu'est-ce que ça s'adresse à qui et pourquoi ? Alors d'abord la partie gratuite, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ça va s'arrêter. Aujourd'hui, ça permet d'avoir les éléments lorsqu'on ça va être la même chose que DroneKeeper, c'est sur 15 jours d'utilisation. Pourquoi 15 jours ? Parce que ça permet au télépilote qui veut avoir des confirmations ou qui veut passer ses demandes d'avoir l'ensemble des démarches et contraintes à réaliser par DroneKeeper. Et de pouvoir les adresser aux bonnes autorités selon la zone. Demain, c'est-à-dire début 2023, on va mettre en œuvre une solution à la mission. La qualité, le niveau de données, d'informations, etc. sera le même, puisqu'on met à jour nos données 3 fois par jour pour les NOTAM et 1 fois par semaine le jeudi pour les SUP-IP. Mais la fin de la gratuité, mon bon monsieur, comme dirait l'autre, oui, à un moment donné, il faut que ça cesse. On est quand même plus d'une trentaine d'ingénieurs et à un moment donné, pour obtenir un service de haut niveau et de qualité, il faut payer les gens. Il n'y a pas de miracle, c'est toutes les sociétés dans le même état d'esprit. Est-ce que tu as des informations ou quelque chose que tu aimerais dire aux auditeurs de Fréquence Drone, télépilotes pour la plupart, bien évidemment, qu'est-ce que tu voudrais dire en tant que DroneKeeper ? Alors la première des choses, c'est qu'en janvier, il y a l'interopérabilité entre DroneKeeper et Clearance notamment, sur la partie française, ce qui veut dire que demain, en janvier, c'est demain, vous pourrez, chers télépilotes, utiliser DroneKeeper dans n'importe quelle zone géographique de France. De la même manière pour ceux qui utiliseraient Clearance. Mais évidemment, j'ai une petite préférence pour DroneKeeper aujourd'hui. Mais voilà, ça c'est la première bonne information qui nous était demandée depuis plusieurs mois. Elle va être effective en début d'année. Par contre, j'avais eu l'occasion de discuter avec une des SAC sur lesquelles on avait eu un problème. C'était le fait de faire payer des services qui ne sont pas rendus par certains gestionnaires d'aéroports. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de passer par DroneKeeper ou passer par d'autres, tels que, puisqu'on en a parlé de Florent, est-ce que tout ça va disparaître au profit de... On a une plateforme, on gère et puis voilà. Alors, pour celles des zones où il y aurait des péages en quelque sorte déposés à la demande, aujourd'hui ça va continuer tel que c'est. La première chose, c'est l'interopérabilité de nos plateformes de France. Alors il reste encore pas mal de zones qui ne sont ni couvertes par Clearance ni couvertes par DroneKeeper, qui ne sont pas couvertes par personne. Comment continue le déploiement de tout ceci ? Alors pour ce qui est des zones en difficulté actuellement, nous sommes sur les rangs pour donc faciliter la vie aux télépilotes sur ces zones. Pour les zones qui ne seraient pas encore couvertes, on va les déployer au fil et à mesure. Souvent parce qu'elles ne sont pas couvertes, il y a aussi parce qu'il n'y a pas trop de réglementation, bien souvent, voire pas du tout. On va, et dans les mois qui viennent, retravailler l'ensemble des zones en France, et notamment ces zones un peu particulières, sensibles, pour s'accorder sur des protocoles. Bien, écoute, je te remercie Pascal. Tu dis à Amine qu'on est tout à fait prêts, nous, à Fréquence Drone, pour l'avoir sur notre antenne. Mais avec grand plaisir, je lui passe le message en tout cas. C'est très gentil, merci. Enfin, parmi les fournisseurs d'applications, Samuel Bro, fondateur de Drone Geofencing, avec son application de gestion d'activité et de flotte de drones pour les exploitants détenant au moins 10 drones. Nous développons une suite logicielle à destination des exploitants de drones. Le premier logiciel permet de gérer une activité de drone pour un exploitant. Et le deuxième permet de gérer, de centraliser les flux streaming live d'une flotte de drones en activant notamment des algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent être parallélisés au sol.
Les noms de ces deux produits? Alors le premier produit s'appelle Gestadrone et le deuxième s'appelle Streamdrone. Qu'est-ce qu'ils font exactement, par exemple, dans la gestion de flotte? Qu'est-ce que tu proposes exactement? Alors, notre logiciel peut être souscrit par n'importe quel exploitant, mais il est principalement focalisé, destiné à des gens qui ont des flottes de plus de 10 drones. On gère le niveau de compétence des télépilotes, on gère l'état de navigabilité des drones, des capteurs et de leurs batteries. Et on va faire toutes les déclarations de vol de l'exploitant au même titre que d'autres logiciels comme Clearance ou DroneKeeper. Alors, je crois en plus que derrière, tu gères aussi Manex et Sora, non? Alors, effectivement, normalement, dans le courant de l'année prochaine, le logiciel permettra de générer automatiquement le Manex de l'exploitant, sachant qu'aujourd'hui, on contrôle déjà la conformité de l'exploitation de l'exploitant par rapport à son Manex. Alors, ce logiciel Gestadrone, il est utile à partir de un drone ou de plusieurs drones? Qu'est-ce qui est utile? Alors, la personne qui va utiliser l'ensemble des fonctionnalités du logiciel doit disposer d'une flotte d'une dizaine de drones. Bien évidemment, un exploitant de drone individuel qui a un seul drone, l'entretien, révision de son drone est relativement basique en fait. Oui, donc il y a moins d'intérêt pour une personne qui a avec ça. Alors, typiquement, tes clients, c'est qui? Les centres de formation, les grands comptes? Alors, mes clients, nous avons comme client GRT Gaz, Enedis en Languedoc-Roussillon, le conseil régional de l'île de la Réunion, et puis plein d'exploitants de drones de différentes tailles. Et on peut parler éventuellement de prix de cette application? Alors, l'abonnement du logiciel Gestadrone est compris entre 19 € et 35 € en fonction des options souscrites. Par mois? Par mois, oui. Et par télépilote. Et par télépilote, d'accord. Et alors, l'application Streamdrone, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on a développé une application mobile qui permet d'activer automatiquement le flux streaming du drone. Tous les flux streaming de la flotte de drones vont être automatiquement rapatriés dans Gestadrone et l'exploitant a la possibilité d'activer un ou plusieurs algorithmes d'IA sur chacun des flux streaming qui est récupéré, ce qui permet de faciliter les analyses temps réel. Donc en fait c'est destiné par exemple à la gestion de crise, à la surveillance ou même à la rediffusion temps réel. Alors sur quelle distance? Alors, avec Streamdrone, on utilise la radiocommande du télépilote, donc sa connexion GSM, donc ça peut être n'importe quelle distance. Et parallèlement à ça, on est en train de développer notre propre système embarqué qui va permettre de rapatrier des flux vidéo très haut débit dans notre logiciel sans passer par la connexion GSM du télépilote. Et donc du coup, avec des débits et de la qualité de vidéo beaucoup plus intéressante. Alors, et là, par exemple, typiquement pour la longue élongation? Exactement, c'est notre antenne 5G a une portée de 5 km quand notre téléphone portable a une portée de 300 mètres. Donc effectivement, ça peut être destiné beaucoup pour la grande élongation. Mais les obstacles dans l'histoire? Alors l'antenne qui a été développée a un diagramme de rayonnement qui a été spécialement conçu pour être monté sur un drone et donc du coup l'efficacité de l'antenne est très élevée et a priori on capte plutôt très bien malgré des obstacles. D'accord, mais on reste quand même dans la portée optique. Oui, il peut y avoir des obstacles. Hein. D'accord, ok. On peut parler de gamme de prix aussi de Streamdrone? Alors sur Streamdrone, utiliser l'option du notre streaming live avec c'est à peu près 10 € par mois et par utilisateur. Pour ce qui est de Sigmadrone, l'antenne sera commercialisée, enfin le système embarqué va être commercialisé sur le deuxième trimestre de l'année 2023 et il n'y a pas encore de prix défini. Alors si tu avais un mot à dire pour les auditeurs de Fréquence Drone, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Venez nous voir, nous avons un très bon support, voilà, nous sommes présents, nous vous assistons dans le cadre des réglementations, de vos demandes si vous avez des interrogations par rapport à la réglementation. Alors, tu as dit de venir vous voir, c'est très bien, hein, donc Samuel Brault. Par contre, c'est où?
Alors, la société est basée à Nîmes. D'accord, donc un petit coup de fil, on se déplace ou tu te déplaces. Voilà, exactement. On peut vous faire des démonstrations du logiciel par visio. On vous paramètre le logiciel gratuitement avant de commencer. On vous forme et bien évidemment, on se déplace si c'est nécessaire. D'accord, une véritable assistance en quelque sorte. Exactement. Bien écoute, merci pour cette interview. Au revoir. Les activités de drones aériens étaient aussi représentées et il était normal de rencontrer M. Benoît Lebert, représentant de la société d'assurance Air Courtage. Tu es venu faire quoi sur ce salon exactement ? En premier lieu, c'était pour voir un petit peu les nouveautés que sont en mesure de présenter certains de nos clients, parmi lesquels donc Escadrone, Overseen également. Le deuxième intérêt, c'était de se faire connaître en fait auprès des utilisateurs et des potentiels acheteurs de ces matériels, parce que le fait est que les utilisateurs professionnels aujourd'hui, pour pouvoir développer leur activité, ont besoin d'être assurés, besoin d'avoir une couverture d'assurance, et ce que Air Courtage est en mesure d'offrir. Alors effectivement, en matière d'assurance, il y a beaucoup de questions que se posent les télépilotes. Ils ne connaissent pas, ils connaissent juste le mot assurance. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot assurance ? Qu'est-ce qu'on propose à un télépilote de drone qui vient te voir et qui vient te dire voilà, je voudrais assurer mon drone ou mes drones ? Alors le principe de base déjà, c'est de se dire il faut être assuré au minimum en responsabilité civile aéronef, responsabilité civile drone, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle. À minima, c'est la couverture qu'il faut avoir pour commencer son activité. Alors beaucoup ne comprennent pas le mot responsabilité civile parce qu'ils se disent mais moi avec ma maison, mon assurance habitation, j'ai une responsabilité civile, je vais voir mon assureur, je peux faire voler mon drone. Donc on peut dire que dans le cadre d'une utilisation non professionnelle, ça peut éventuellement suffire, mais pas dans le cadre d'une utilisation professionnelle, c'est bien ça ? On est bien d'accord Thierry, c'est tout à fait ça. Alors c'est vrai que l'utilisation du drone dans l'usage loisir, dans un usage loisir, peut éventuellement être couvert par le contrat d'assurance habitation, quoique de plus en plus de ce qu'on constate, c'est que les assureurs ont tendance à dire non, on ne couvre pas. Donc nous, chez Air Courtage, aujourd'hui, on est en capacité d'assurer le drone dans un usage loisir. Et parallèlement à ça, pour l'usage professionnel, il faut un contrat spécifique. Et ça, évidemment, le contrat d'assurance de l'habitation ne va pas le couvrir. Alors tout à fait. Alors on a des spécificités dans les métiers qui utilisent des drones, notamment les centres de formation, et là c'est encore une autre assurance qu'il faut avoir. Absolument. Alors le sujet des centres de formation est une vraie préoccupation, parce qu'aujourd'hui en fait on s'aperçoit qu'il y a une multitude de centres de formation qui proposent chacun des offres de services plus ou moins éloignées les unes des autres. Et pour autant, le constat qu'on fait, c'est que tous ne sont pas assurés déjà. Et pour ceux qui le sont, alors certains ont bien pris le sujet en main. Je fais référence ici à mon client Escadrone, parce que voilà, on est là pour l'accompagner, et lui, il se préoccupe de ces sujets-là. Mais le sujet des centres de formation, effectivement, est un vrai enjeu. Oui, rappelons que l'assurance est là pour couvrir l'aléa, ce qui ne pouvait pas être prévu et ce qui est accidentel, et non pas la faute de la personne qui a causé l'accident. C'est exactement ça. Alors en termes d'aléas, on peut peut-être citer quelques exemples, puisque c'est des choses qu'on voit au fur et à mesure du temps. On va avoir la faute de pilotage avec le drone qui termine sa course dans une verrière. On va avoir le drone qui percute une ligne haute tension qui provoque la coupure d'alimentation électrique. On va avoir le drone qui finit sa course sur l'autoroute et qui est pas loin de provoquer un carambolage, pour autant sans qu'il y ait forcément de collision, mais pour autant voilà, c'est des préoccupations que chacun doit avoir quand il fait voler un drone. Et vraiment il y a un mot d'ordre, c'est penser à être assuré au moins en responsabilité civile avant de voler. En fait, en fonction des usages et de la nature du risque, la tarification va évidemment évoluer. Pour exemple, lorsqu'on vole en catégorie open, on a une prise de risque qui est somme toute limitée, donc avec une prime d'assurance qui est aussi en adéquation. Et lorsqu'on va passer sur la catégorie spécifique, on va avoir la possibilité d'offrir un niveau de garantie d'assurance qui va être
en fonction du client, s'il vote sur des sites Céveso ou autres, il va vouloir être couvert à hauteur de dommages qui pourraient potentiellement causer, mais qui vont être plus importants que sur une catégorie open. Toute la difficulté justement, c'est de bien comprendre l'expression du besoin de la part du client. Et lorsqu'on est sur des sujets aussi spécifiques que le drone, nous chez Air Courtage, on comprend parce qu'on suit en permanence en fait les évolutions réglementaires. On est au contact direct de ce qui se passe avec les fabricants. Et donc du coup, on est en mesure de proposer quelque chose qui va être adapté aux besoins. Alors bon, on ne peut pas parler prix parce que par définition une assurance elle est attachée à un télépilote et un ensemble de prestations et de matériel. Par contre, est-ce que Air Courtage fait des facilités de paiement? Parce que le petit télépilote qui démarre avec son drone seul, même si la somme elle est somme toute pas très importante, on n'a pas forcément les moyens, ils viennent déjà de dépenser beaucoup d'argent pour acheter son drone, ils viennent de se payer sa formation, voire un complément sur sa formation. Donc l'assurance ça vient en plus, il n'y a pas pensé, et malheureusement il n'a peut-être pas l'argent pour le faire. Alors chez Air Courtage on a différents moyens de paiement. On propose la solution de paiement à l'année, au semestre et la mensualisation. Voilà. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que tous les assureurs ne le font pas. Parce que bon effectivement on peut commencer à avoir des contrats d'assurance qui arrivent avec quelques centaines d'euros, mais des fois pour un télépilote qui débute, ça fait déjà la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. On est bien d'accord. Alors c'est vrai que du coup sur ces moyens de paiement en fait on fait en fonction du besoin du client et la mensualisation est bien souvent opté par le télépilote indépendant parce que il faut le temps d'établir son chiffre d'affaires, le temps de faire rentrer des sous dans la caisse, comme on dit. Si on doit payer immédiatement alors qu'on n'a pas commencé à travailler, ça peut être un vrai sujet. Ouais. On est quand même sur un secteur où les gens sont quand même assez responsables en termes de sinistres. Pour l'instant, on touche du bois, mais on n'a pas eu le gros sinistre qui est venu impacter le système. Maintenant, on sait pertinemment que plus on a de dronistes à voler, plus on multiplie les risques et arrivera un moment où il y aura forcément un gros pépin. Il faudra que le jour où ça arrivera, le client ait choisi la bonne assurance. Bien écoute, Benoît, je te remercie. C'est très gentil à toi de nous avoir accordé ces quelques instants. Tu aurais quelque chose éventuellement à dire ou à présenter, peut-être une nouveauté ou un conseil à donner à nos amis auditeurs de Fréquence Drone? Eh bien, je sais que nous, chez Air Courtage, on est très assidus de Fréquence Drone. On apprécie la qualité des émissions et je serais ravi d'intervenir prochainement sur une émission qui peut parler d'assurance, de sinistre. Ça serait avec plaisir. C'est entendu et on espère que Caroline sera là aussi parce que à ce moment-là, et on va réunir aussi certains de tes confrères pour qu'on puisse débattre dans toute neutralité de ce sujet qui est quand même très important pour les télépilotes. Merci Benoît. Merci Thierry. Les utilisateurs de ces robots télépilotés ont fait le déplacement et certains sont venus de loin, de très loin même, puisque les Antilles se sont déplacés pour l'occasion. La présidente de l'association Green Eyesight, Anne Elgozi. Bonjour Thierry. Anne Elgozi, présidente de l'association Green Eyesight que tu connais, réseau des opérateurs et instructeurs drones de la Caraïbe, et donc présente sur ce premier salon à Alfortville d'Escadrone, un salon qui répond à pas mal de mes attentes. Tu es venu depuis la Caraïbe, déjà depuis la Guadeloupe, le décalage horaire déjà pour commencer, ça va? Super, pas de soucis, on gère. Alors dis-moi, on avait parlé un peu de ce projet sismique, si mes souvenirs sont bons. Ça en est où là? Tu as finalisé un peu? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, on a terminé l'exercice de démonstration donc la journée du 25 dans le cadre de la semaine sismique à Saint-Martin avec tous les opérateurs du secteur. Donc, c'était l'UTDAL qui était porteuse de projet pour mémoire. On avait la collectivité de Saint-Martin, le
cabinet du préfet, le directeur de cabinet du préfet. Nous avions également la gendarmerie, le SDIS, la police territoriale qui était présent et réunie en COD ou comité de pilotage opérationnel, poste de commandement territorial de gestion de crise. Et nous avions fait donc intervenir 3 drones. Un premier dans le cadre de la reconnaissance avec un zoom à longue portée, un second avec un haut-parleur qui permettait donc de désenclaver et de guider vers la sortie des civils au même titre que de leur poser des questions sur leur état de santé et d'analyser avec la caméra thermique s'il y avait des points éventuellement chauds autour qui auraient pu être déclenchés, des incendies probables suite au séisme. Et un troisième drone qui est notre petit favori, qui est celui qui nous permet de se poser avec un kit de secours. Et là, en l'occurrence, il y avait à la fois un kit de secours et une radio, de manière à pouvoir communiquer avec les personnes du poste de commandement et communiquer sur leur position, leur état et ce qui se passait dans leur secteur pour les victimes, j'entends. D'accord. Et au niveau des personnes qui étaient là pour voir un peu comment ça se passait, comment ils ont trouvé ça ? Alors bien évidemment, ils sont tous très intéressés puisque ce projet répond à une problématique réelle. Et Saint-Martin, qui a été victime du cyclone Irma qui a tout dévasté, ils sont encore très marqués par cette problématique-là. Ils ont tout de suite vu l'intérêt des drones. D'ailleurs, ils nous attendent de pied ferme pour remettre encore d'autres exercices en place, continuer à développer. Il y a de nombreux partenariats qui se mettent en place. Les télépilotes de Saint-Martin sont motivés, me contactent. Certains me contactent pour mettre en place justement cette partie associative de l'autre côté, de façon à réellement pouvoir être opérationnel. Et comme le disait en fait une personne gestionnaire de crise au niveau de la préfecture, en cas de cyclone, il est tout à fait possible de sécuriser un drone qu'on pourra immédiatement sortir pour partir en reconnaissance et en appui de terrain immédiatement après le passage du cyclone ou dans la proximité immédiate d'un événement majeur. Alors, on a abordé la réglementation avec des aéroports qui sont en très grande proximité, à Martin ou même en Guadeloupe. Et à ce moment-là, pour gérer des protocoles avec ces aéroports, ça se passe comment ? A priori, nous avons un partenaire à l'heure actuelle dans le cadre de version bêta du développement, de la retransmission sur nos exercices. Nous avons donc Clérance qui est signataire des protocoles avec les différents gestionnaires des aéroports et aérodromes locaux en Caraïbes. Alors on rappelle quand même que tu es aussi une association à la base et que donc cette association-là elle vient aussi en aide aux futurs télépilotes. Donc tu les aides à comprendre la réglementation, que ce soit dans la catégorie dite ouverte ou la catégorie spécifique. Alors qu'est-ce que tu proposes exactement ? À l'heure actuelle, nous avons donc, comme je l'expliquais précédemment, des ateliers de démocratisation de l'univers des drones, donc un premier niveau de compréhension de l'environnement dans lequel évoluent les drones, en Guadeloupe et sur les différents territoires, parce que justement, comme tu le disais, nous sommes à proximité de zones extrêmement réglementées, des aérodromes. Pour ça, dans certains cas, on a également des prisons, des hôpitaux, des héliports, et donc il faut qu'ils sachent dans quel milieu ils évoluent. Quelles sont les machines, les typologies de machines qu'ils peuvent utiliser dans le cadre du loisir ou en catégorie spécifique, ou parfois même découvrir les applications dans la catégorie spécifiée pour les drones de longue élongation, dans le cadre de livraison de médicaments ou dans le cadre de protocoles très particuliers pour de la gestion agricole ou d'autres sujets et possibilités, parce qu'aujourd'hui tout est ouvert avec les drones. C'est très bien. Alors juste on va terminer vite fait. Donc ici on est sur le salon organisé par Escadrone. Donc tu as assisté un peu aux réunions là, en fait, aux différentes conférences qu'a fait Escadrone sur peut-être la réglementation ou sur d'autres sujets. Alors ce matin la première effectivement c'était sur la réglementation avec notamment un représentant de l'UNEPAT assez intéressant qui présentait justement rapidement et de manière peu exhaustive les drones de classe et les différentes applications, le protocole SORA, les PDRA, une ébauche de quoi faire et comment faire lorsqu'on sort un petit peu du cadre du spécifique. J'ai vu par la suite quelque chose qui m'intéressait et qui avait des applications directes avec nos activités, notamment avec DJI et Overseen, qui ont une solution très intéressante avec un Parrot sur justement de la gestion, d'automatisation et de l'inspection de sites.
à l'heure actuelle. Donc comme je le disais, la 3e conférence a débuté sur la partie subaquatique et le secours. Je vais d'ailleurs pas tarder à y retourner. Et bien évidemment, je repars avec du matériel que nous allons pouvoir tester dans nos prochaines opérations très rapidement. Eh bien, je te remercie. C'est super sympa d'être venu jusqu'ici et merci pour votre réponse. Un autre visiteur est venu tout droit de Guadeloupe, Monsieur Jean-François Fidelin de A&A Productions, bien connu pour ses prises de vue aériennes de grande qualité que l'on retrouve dans de nombreuses productions TV et cinématographiques. Tu es dans les Caraïbes, tu es venu exprès ici pour nous rencontrer. Absolument, absolument. Je suis basé en Guadeloupe depuis 5 ans. Avant ces 5 années, j'étais aux États-Unis, à Miami, et c'est là-bas que j'ai commencé à faire du drone à plein temps. Et avant tout ça, j'étais en métropole dans l'audiovisuel et l'ingénierie. Et c'est vrai que le fait d'être en Guadeloupe, en fait, on souffre d'être un peu isolé. Du coup, j'ai profité d'une mission que j'avais à faire en Île-de-France pour justement profiter de ce petit salon en fait qui est très important et surtout très qualitatif en fait, parce qu'on a des échanges de très bonne qualité. Donc des salons comme ça, moi j'en veux tous les 3 mois. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose de bien. Alors, une chose, tu fais partie aussi, tu t'es rapproché de l'association là-bas en Guadeloupe, qui s'appelle Green Eyesight, et qui est dirigée, on va dire comme ça, présidée plus exactement par Annel Gozi, que j'ai eu l'honneur d'ailleurs de pouvoir interviewer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, vu de l'intérieur? Parce que bon, parler avec la présidente, c'est bien, mais quel est ton travail là? Alors, j'ai la chance, en fait, de faire un boulot qui me passionne. Donc du coup, ça fait 15 ans que je suis à mon compte et que je ne travaille plus puisque c'est ma passion. J'ai aussi la chance à un moment d'avoir été initié aux nouvelles technologies et donc il y a un peu un rythme qui s'installe parce que chaque 5 ans, j'ai presque un nouveau métier parce que les technologies évoluent et du coup je suis un peu la vague. Donc là ça fait 9 ans que je suis à plein temps pilote de drone depuis le Phantom 1 et du coup là j'arrive un peu à la fin de mon second cycle qui est la partie un peu prestation de service en Guadeloupe. Et du coup, je crois que maintenant, la rencontre avec l'association Green Eyesight et Annel Gozi m'a permis de trouver l'écosystème qui me permet de travailler à plusieurs, de partager mon expérience, mes connaissances et surtout aussi de tester des domaines un peu nouveaux en fait, qui mélangent la promotion des nouvelles technologies, mais aussi la formation et la coordination des opérations drones dans des conditions un peu d'urgence en fait. Et du coup, tout de suite, dès qu'il y a conditions d'urgence, en fait, on se doit d'être entraîné et préparé. Parce que là, ça fait appel un peu au réflexe en fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la Guadeloupe par rapport au télépilotage de drones de personnes qui peut-être ne suivent pas vraiment les règles, quoi, je dirais. C'est parce que bon, comme je le disais avec Anne et avec d'autres, bien souvent dans ces contrées magnifiques, les touristes, ils arrivent avec un drone dans la poche, ils n'ont qu'une envie, et ça peut être compréhensible, c'est de prendre des photos, mais ils vous créent plus de problèmes qu'autre chose. Alors ça moi je l'ai observé partout, aussi bien en Guadeloupe qu'aux États-Unis et aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes en fait. Donc du coup ça passe vraiment tout ça par la communication. La sensibilisation et faire comprendre à toutes ces personnes qu'un drone a certes des capacités techniques très impressionnantes, mais que derrière il y a des vrais enjeux, des vrais risques. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de mes situations passées de danger, je le fais en fait en expliquant qu'on a beau être en règle, faire une mission sur la plage avec les autorisations qu'il faut, etc. Quand l'hélicoptère du SDIS est en intervention, sauvetage et qu'il doit voler à 30 mètres d'altitude parce qu'il est en train de transporter quelqu'un qui a eu un accident de plongée, il va vite et le pilote de drone n'a pas le temps de réagir en fait. Donc même quand on respecte toutes les règles, le risque
est présent. Donc finalement, c'est une opération risquée, tout simplement. Et j'essaye aussi beaucoup de sensibiliser à mon niveau mes clients en leur expliquant en fait que le drone est une opération sensible qu'il faut prévoir à l'avance. Moi, j'ai aucun client qui me contacte pour des choses en urgence. Parce que dès le début, je leur ai expliqué, voilà, je mets en jeu ma licence. C'est mon métier, en fait. Donc, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans des situations où, pour gagner un billet, je vais devoir mettre en jeu mon métier, en fait, et mon gagne-pain. Mais surtout, je le fais aussi pour les sensibiliser, eux, et faire en sorte qu'ils soient conscients également de leur rôle à jouer. Parce qu'il n'y a pas que le pilote de drone qui est responsable si une opération n'est pas faite dans les règles ou s'il y a un accident. Il y a aussi le donneur d'ordre en fait, qui est responsable. Donc c'est vraiment une sensibilisation un peu à tous les niveaux. Et aujourd'hui, du coup, moi j'ai beaucoup fait ce travail sur le côté un peu professionnel. Et maintenant avec Green Eyesight, on fait aussi ce travail au niveau de la sensibilisation du grand public. En organisant des initiations envers les jeunes et les moins jeunes qui veulent découvrir un peu ces nouvelles technologies. Eh bien écoute, ça c'est très bien parce que ça va permettre effectivement aux jeunes et aux moins jeunes peut-être de mieux comprendre les enjeux de la réglementation et les risques aussi pour les télépilotes de perdre éventuellement leur capacité à exploiter parce qu'effectivement ça peut être un enjeu. Je te remercie et je te dis à une très prochaine fois et bon retour alors après sur la Guadeloupe alors. Merci. Merci beaucoup Thierry, à très bientôt. Merci. Au revoir. Et bien évidemment, une telle journée n'aurait pas été idéale s'il n'y avait pas eu des conférences qui ont été également proposées aux visiteurs, et notamment sur la réglementation drone, avec comme orateur M. Patrick Thuys, vice-président de l'UNEPAT, association professionnelle de télépilotes de drones aériens. Bonjour à tous, chers auditeurs. Patrick Thuys, vice-président de l'UNEPAT, une association d'exploitants d'aéronefs télépilotés. Alors le but de l'UNEPAT, sa mission principale, c'est d'accompagner les exploitants et les télépilotes dans leur exploitation et les questions qui se posent lors de leur exploitation d'aéronefs télépilotés, de les représenter au sein des institutions nationales et européennes et de défendre leurs droits à travers les différentes difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Que devient l'UNEPAT ? Alors aujourd'hui l'UNEPAT, on a axé un peu plus le travail sur des participations au sein du CDC. On a développé des nouveaux partenariats avec différents fournisseurs de matériel, d'assurance. Là on va commencer à travailler sur des webinaires axés sur des sujets en particulier. Le premier qui sera réalisé, ce sera axé sur la réglementation européenne à venir. On va essayer d'enchaîner sur d'autres webinaires avec une mise à disposition de ces webinaires sur la plateforme du site internet de l'UNEPAT et des infographies qui seront également mises à disposition des adhérents pour leur permettre de mieux comprendre le devenir de notre secteur aéronautique drone. Alors aujourd'hui on est sur un salon qui est organisé par Escadron. Tu étais l'un des conférenciers, tu as parlé de quoi ? Alors aujourd'hui on m'a demandé d'expliquer un peu tout ce qui était scénario standard européen, les PDRA, les SORA, vraiment tout ce qui est catégorie spécifique donc. Et on a essayé de faire quelque chose d'assez simple pour que tout le monde puisse comprendre de manière efficace à travers des infographies justement qui seront également diffusées auprès des adhérents de l'UNEPAT. Alors la réglementation aujourd'hui, elle n'est pas forcément bien comprise par tout un chacun, surtout pendant cette phase de transition où d'un côté on a encore les scénarios nationaux et de l'autre côté les scénarios européens et surtout on n'a pas les drones de classe qui soi-disant sont promis pour pouvoir voler dans ces scénarios européens. Alors est-ce que tu as plus d'informations au niveau de l'UNEPAT sur le sujet ? Alors Thierry, actuellement on est vraiment en période de transition. On a vu seulement, sans nommer un seul fabricant, sortir un drone de classe C1 assez récemment. On devrait voir des évolutions courant 2023, déjà une mise à jour de la version de la SORA avec une version 2.5 qui devrait sortir courant 2023. Les canevas pour permettre aux fabricants de drones
de certifier leurs drones de classe C5, C6 devraient sortir incessamment sous peu. Il faut savoir que c'est en train de bouger assez vite et c'est pour ça qu'ils ont aussi décalé la date de mise en place de la réglementation effective, de la réglementation européenne, au 1er janvier 2026 parce qu'on n'était pas encore opérationnel sur le sujet et faut vraiment comprendre que cette réglementation elle n'est pas là pour embêter les gens, elle est là pour simplifier en réalité un peu et harmoniser les règles au niveau européen. Et cette réglementation va permettre à l'ensemble des exploitants et télépilotes d'évoluer dans toute l'Union européenne de la même manière, que ce soit en France ou en Pologne ou en Espagne. Il faut pas s'inquiéter et le rôle de l'UNEPAD ça va être d'accompagner aussi, d'accompagner et d'informer les gens sur cette évolution à venir. Autre sujet, parce que l'UNEPAD s'est emparé d'un sujet qui était très intéressant sur tout ce qui est agriculture, viticulture, etc. Ça c'est très intéressant, moi j'ai trouvé l'idée intéressante. Qu'en est-il? Il y a eu une autre association qui est née et qui est passée sur le sujet exclusivement là-dessus. En quoi l'UNEPAD est fondée à s'intéresser à ces sujets-là? Il faut être conscient que le drone c'est un outil qui peut être efficace, notamment sur ce sujet. Il permet en particulier de limiter l'exposition des produits phytopharmaceutiques aux agriculteurs. Et ça, à mon sens, c'est un combat qu'il faut mener assez rapidement. En collaboration avec les autres associations telles que la FPDC. Bon, l'UNEPAD a été la première, si ce n'est la seule, à créer une carte professionnelle, donc, dont les adhérents sont très fiers. Aujourd'hui, je dirais, comment faire pour fédérer des professionnels à venir à l'UNEPAD, sachant que malheureusement, le monde associatif n'intéresse pas vraiment le télépilote de drone. Pour le moment, ce sujet au sein de l'UNEPAD est resté en stand-by depuis ton départ. On en a reparlé assez récemment, de relancer la possibilité de faire créer ce code APE qui manque à la profession. Ça a été remis avec assez d'assistance. D'ici 2023, je pense qu'on devrait avancer assez rapidement sur le sujet parce que, on va être honnête, tu as déjà fait un gros travail de dégrossissement. Merci. Et en fait, on a juste à reprendre et à poursuivre. Merci Patrick. Tu as peut-être quelque chose encore à rajouter peut-être aux auditeurs de Fréquence Drone dans le but peut-être de fédérer un peu plus au niveau des adhérents ou de faire venir des adhérents qui ne sont pas encore à l'UNEPAD. Qu'est-ce qui ferait qu'on devienne adhérent à l'UNEPAD? Parce que je suis là, venez, mais... Ouais, t'es le meilleur, t'es le plus beau, ouais. Non, si vous voulez venir à l'UNEPAD, l'UNEPAD elle a pour but de vous défendre, de défendre vos droits, de vous permettre de ne pas être seul dans votre coin, parce qu'on a vite fait de se retrouver seul. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, des problématiques de terrain, n'hésitez pas à venir nous voir, on est tous dans le même bateau. Je vais rajouter une chose, l'année prochaine, j'espère qu'on pourra faire une journée au moins nationale de l'UNEPAD. On va essayer de faire quelque chose d'assez conséquent. Alors, faut aussi nous excuser, on met un peu de temps à répondre parfois. Il faut aussi savoir qu'on est bénévole, donc on a tous nos métiers à côté. Donc vous étonnez pas si à vos questions vous recevez des mails à 23h le soir, c'est parce que on termine nos journées. Voilà. Mais vous en faites pas, on est là, vous n'allez pas vous inquiéter, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour vous soutenir, pour vous accompagner et voilà. L'UNEPAD, ça reste quand même une belle maison. J'ai eu l'honneur de la présider pendant pratiquement 5 ans et je suis très fier que toute la nouvelle équipe ait pu reprendre le flambeau. Merci Patrick. Et merci à toi. Merci à toi Thierry. Et continue ta radio. Oui, je te remercie. Allez, c'est sympa. Merci. Tournons-nous maintenant vers ceux qui ont fait l'attractivité de cette journée. John Tressel, de la société DJI, nous explique sa collaboration avec Escadron. Bonjour, John Tressel de DJI Enterprise. Ça fait quelques années que je suis chez DJI et maintenant j'aide nos revendeurs sur les questions techniques et les grands comptes, vraiment pour que leurs solutions
fonctionne de manière optimale. D'accord. Alors John, tu es où? Tu es basé en France ou tu es basé en Europe? Alors on a un centre de réparation aux Pays-Bas en Allemagne et pour ma part je suis affecté au centre de réparation aux Pays-Bas. Alors le dernier Mavic qui est sorti est en train de faire un carton. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ce produit? Donc le Mavic 2 Enterprise, les retours sont très positifs. Des évolutions en termes de qualité d'image, rapidité d'exécution, on a des réelles évolutions par rapport à un Phantom 4 RTK. Il y a aussi des avantages tels que la super résolution. On peut avoir une résolution d'image supérieure en imagerie thermique. Alors, la réglementation européenne, on le sait, elle devient un peu complexe en ce moment pour beaucoup de gens. Au niveau des produits en eux-mêmes, les différentes classes, on a sorti aujourd'hui chez DJI une classe C1, mais pour les autres classes, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai pas vu partir à l'heure actuelle d'activités sur des classes, on va dire C5 et C6 pour les scénarios en catégorie STS 01 et STS 02. Alors, sur ces éléments-là, je ne voudrais pas vraiment m'avancer parce que ça sort vraiment de mes priorités directes. Mais si on fait référence à des plus petits appareils type Mavic 2 Enterprise, etc., il y a un ensemble d'éléments sur lesquels on travaille pour assurer les certifications nécessaires. C'est pas trop difficile la certification? Je crois qu'il faut poser la même question à tout le monde et tout le monde dira la même réponse. C'est difficile, mais on fait le nécessaire. Le problème, c'est pas les laboratoires, non, des fois? Non, la plus grosse difficulté que tout le monde rencontre, c'est qu'on a face à des obligations législatives qui sont non finalisées. Est-ce qu'il y a éventuellement une nouveauté que tu voudrais nous dire sur DJI, quelque chose qui devrait sortir prochainement, non? Écoutez, peut-être un scoop? Quand bien même j'aurai des informations, je ne vous les partagerai pas aujourd'hui, bien sûr, malheureusement. Comme vous le savez, il y a une première visibilité sur DJI Dock qui viendra courant de l'année prochaine, qui sera une solution de vol autonome / automatique via un drone de version Mavic 30 et avec une version thermale aussi. Eh bien écoute, un grand merci et donc bon salon alors avec Escadron. Vous aussi. Merci. Et voici un autre partenaire de Nicolas Herbert, en la personne de Riccardo Caponi, représentant de la société canadienne Deep Tracker, le concepteur d'Europe. Vous allez entendre un petit accent italien très charmant et donc nous présenterons l'intégralité de son interview ultérieurement lors d'une émission dédiée au Europe. Bonjour, je m'appelle Riccardo Caponi, responsable Europe pour Deep Tracker, fabricant des robots sous-marins d'inspection. Pourquoi avoir choisi Escadron et qui est Escadron pour Deep Tracker? Escadron, c'est notre meilleur distributeur. Il nous distribue notre produit en France. Il s'applique beaucoup, comme dans ces salons-là, que c'est vraiment un salon intéressant. Nous avons des conférences, nous avons des expositions des robots. On peut même tester. Nous sommes dans un très joli bateau mouche sur la Seine. Nous sommes justement en train aussi de faire des démos de notre robot sous-marin, qui sert, comme je te disais, Thierry, il sert à l'inspection sous-marine. Ils peuvent voir qu'est-ce qu'il y a sous l'eau. Parce que vous savez, sous l'eau, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui passe. Parce que le sonde électromagnétique ne pénètre pas comme dans l'air. En fait, on dit souvent qu'on connaît beaucoup plus de choses de la Lune ou de Mars, des choses qu'on connaît du fond de la mer. Alors, l'avantage d'un robot sous-marin, ça sert à quoi? Pour faire quoi? Pour faire des inspections ponctuelles, il y a pas mal de clients dans le monde qui ont besoin de faire des inspections pour des ouvrages industriels, des structures industrielles, des gros tuyaux qui sont par exemple des structures qui sont déjà présentes, qui doivent être régulièrement inspectionnées pour planifier éventuellement après des travaux et pour planifier aussi des missions plus complexes. Nos robots servent exactement à repérer des informations fondamentales pour après planifier d'autres travaux faits peut-être avec des engins plus gros, bien évidemment. Il y a plusieurs types de robots, je peux te faire si tu veux. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, Deep Tracker, c'est une société canadienne. Quel est le positionnement de Deep Tracker en France par rapport à d'autres concurrents, je suppose? Tout à fait, une très bonne question, merci Thierry. En fait, Deep Tracker est né, ça fait à peu près 12 ans. Et nous avons développé peut-être un des premiers robots sous-marins portables disponibles à niveau industriel. Considère que nous avons à peu près 5000 clients dans le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose de prototype, c'est pas de prototypage. On l'a industrialisé ce système, mais ce sont des robots
même portable. Ça veut dire que c'est un homme tout seul qui peut faire la mission. Et ça, c'était quelque chose qui dans le marché manquait, ça fait 10 ans. Donc on s'est lancé sur ça. Voilà. Alors les ROV sont classés, je crois, en 5 catégories. Le ROV que toi tu mets à disposition, c'est un ROV de classe 1, si j'ai bien compris, puisque c'est les premiers qui font des images sous-marines. Après, est-ce qu'ils peuvent être équipés aussi d'outils avec des pinces ou des choses comme ça? Absolument, oui, exactement. Oui, tout à fait. Généralement, on dit qu'il y a la catégorie entre les plus petits et les plus gros. On a les micros, les mini, les observation, les light working class et les heavy working class, qui sont des engins de 5 tonnes. Nous, on est sur des engins beaucoup plus petits parce qu'ils sont portables. On parle entre 10 et une trentaine de kilos. Et justement, comme tu as bien dit, un des gros avantages de nos systèmes, c'est qu'on peut même intégrer des capteurs qui augmentent énormément les capacités de ces drones sous-marins. Typiquement, le sonar multi-beam, mais qui sont mis à l'avant. Ça permet au ROV d'avoir une portée d'entre 100 et 200 mètres, donc de repérer même une épave à cette distance-là, et même en conditions de visibilité nulle, comme parfois malheureusement à la mer on peut voir, avec les sonars, on peut voir des structures et faire les rapports qu'on aurait dû faire avec la caméra. Plus que ça, oui, après on a des petits pinces aussi, donc on peut récupérer des objets, on peut accrocher des câbles à des objets sous-marins pour les retirer, pour les récupérer. On peut s'accrocher avec la pince à des corps, à des structures pour tirer. En tirant le câble du drone, on récupère tout ce qu'on voulait récupérer. Donc oui. Alors en parlant du câble du drone, en fait, on peut descendre jusqu'à combien? Parce qu'effectivement, les ondes sous l'eau ne passent pas, donc ils sont obligatoirement avec un ombilical, donc à moins d'être autonome, mais les tiens sont avec un ombilical. On peut descendre jusqu'à combien avec un drone de chez Tripkir? Très bonne question. Notre plus petit ROV descend même jusqu'à 200 mètres et les deux autres plus gros arrivent jusqu'à 305 mètres. Ces profondeurs commencent à devenir déjà intéressantes, surtout parce que je ne vous dirai jamais que nos robots peuvent faire toutes les choses qu'ils peuvent faire en plongeur. Mais les plongeurs, vous savez, peuvent rester sous l'eau en temps limité, sans mettre en danger sa propre santé. Les ROV, ce n'est pas le cas. Il peut rester sous l'eau tout le temps qu'il veut. Et donc, pour des opérations répétitives, manuelles, les drones, c'est parfait pour ce genre de choses. Donc, c'est un bon complément pour les plongeurs. Les plongeurs peuvent tout faire. Les plongeurs doivent tout faire. Mais le complément du plongeur, c'est les ROV aujourd'hui. Alors, pour apprendre à piloter un ROV, parce que philo-guidé, c'est pas la même chose que téléopéré aérien. En plus, sous l'eau, on le voit pas. Donc ça demande une certaine dextérité. Est-ce que la formation pour apprendre à se servir d'un ROV est plus compliquée ou plus facile, je ne sais pas, que de piloter un drone aérien? C'est une très bonne question, Thierry. En fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples et des choses qui sont un peu plus compliquées. Les choses plus simples, c'est le fait qu'heureusement, ça ne tombe pas. On dit toujours qu'on a beaucoup plus d'avions sous la mer que des sous-marins dans les ciels. Et c'est la même situation. Ça veut dire qu'on ne risque rien avec un ROV. On risque vraiment pas. Si on fait des choses tranquilles, on risque de rien d'endommager. Donc oui et non. Oui et non. Avantages et désavantages. Eh bien, ça c'est très bien. Et dernier problème que je peux moi imaginer avec un drone dont un câble se poursuit, c'est est-ce que si jamais il se coince, si le câble se coince, comment on fait pour récupérer le drone? Exactement, Thierry. Ça c'est le plus gros péril quand on opère un drone sous-marin. En fait, le robot lui-même a sa propre pince avec laquelle, dans la plupart des cas, on arrive à débloquer les câbles. Sinon, dans les pires des cas, il faut soit couper et récupérer avec un autre drone. D'habitude, nos drones sont tout positifs, donc si tu coupes, ils flottent. Et au fait, le câble, c'est quoi? C'est du cuivre ou c'est de la fibre optique? Oh, très bonne question. Alors, nous avons un câble spécial dans lequel, à l'intérieur, il y a un ou deux couples en cuivre. Mais il est tout entourné d'une sorte de gaine, d'un matériel plastique très résistant qui permet la traction. Donc on peut tirer tranquillement sur les câbles sans avoir peur d'endommager les câbles. Il résiste à peu près jusqu'à 5 kg de force de traction. Eh ben, je vois que Deep Tracker est vraiment une entreprise qui est à la pointe de l'innovation en la matière. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sortent chez Deep Tracker? Énormément. On a énormément de chantiers ouverts, en cours, depuis des mois, sur lesquels nous sommes en train de travailler parce qu'il faut être à l'écoute de nos clients, comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire
et améliorer n'importe quel domaine spécifique de drone. Alors on peut dire déjà que nous avons au moins 2 drones qui sortiront l'année prochaine, des tailles différentes. Et nous avons un gros chantier sur l'amélioration du positionnement sous-marin acoustique, que c'est quelque chose qui demande pas mal d'efforts. C'est parfois surtout un compromis au niveau de coût-performance. Alors justement, on parle de coût, rapport coût, qualité et produit, sans vouloir dévoiler forcément une gamme de prix, mais la moyenne pour un ROV, c'est à peu près quel tarif? On part d'environ 11 000 €. Les coûts de base sans transport est 10 700 US $. De notre robot plus petit qui déjà permet de faire toutes les inspections. Et après, on monte. On peut dire que le plus haut de gamme de notre gamme, avec toutes les options, arrive à 150 000 €. Dernière question, si tu me le permets, Ricardo. L'autonomie d'un ROV. Très bonne question aussi. Nos ROV sont à batterie. Parce que ça permet d'être libre de les utiliser rapidement, presque partout. Mais pas que ça. Alors disons que le plus petit a une autonomie qui arrive tranquillement à 6 heures. Il permet de rajouter un peu de charge à travers les contrôleurs pour étendre cette autonomie même jusqu'à 10-12 heures. Et les autres deux, les Pivot et les Revolution, ont des batteries qu'on peut changer rapidement sur le champ. Une autonomie pour chaque couple de batteries autour de 2 heures, 3 heures, ça dépend de l'opération qu'on fait. Et c'est pas que ça. Nous avons aussi la possibilité d'installer un système que nous on appelle Direct Power. On envoie l'électricité à travers les câbles. Seul bémol, les câbles est plus gros. Et pourquoi à ce moment-là, pour garder la finesse du câble, pas faire une transformation en haute tension et ensuite repasser en basse tension? La transformation est faite, mais même avec la transformation, on est obligé d'augmenter un peu les diamètres du câble. Eh bien écoute Ricardo, un très très grand merci. Merci à toi. J'espère que nos auditeurs vont pouvoir mieux comprendre maintenant ce que c'est qu'un ROV. Oui. Et donc écoute, si tu as peut-être une dernière information que tu veux lui donner, je ne sais pas si j'ai pas posé les bonnes questions, ou si tu avais quelque chose en plus à dire. Non, je suis content, vraiment on a touché tous l'essentiel du monde sous-marin du drone. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Nous sommes à votre disposition entièrement. Voilà, et on renverra bien évidemment vers Escadron et vers Nicolas Herbert de Escadron. Oui. Eh bien merci Ricardo. Merci à toi Thierry. Merci. La société Géotopo était également exposant de cette journée. Cyril Joseph nous présente son activité. Bonjour, donc je suis Cyril Joseph, je suis le responsable des ventes pour la société Géotopo. Nous commercialisons des produits de la marque Trimble pour le géopositionnement, le traitement des données, principalement pour les géomètres, entreprises travaux publics, mais pas seulement. On a créé un partenariat plutôt récent avec Escadron qui nous invite aujourd'hui. Alors pourquoi? Nous on propose des solutions de logiciels pour traiter les données des drones, non seulement pour transformer les images en nuages de points, mais aussi pour fournir des livrables aux clients, c'est-à-dire les plans finaux, les calculs de volume, les dessins et aussi le calcul de géoréférencement, se positionner correctement dans les différents systèmes de coordonnées. Et alors le drone dans tout ça, ça donne quoi Alors le drone aujourd'hui dans le monde de la cartographie, donc ça c'est un milieu dans lequel on évolue, est de plus en plus présent. Beaucoup d'intérêt, de rapidité, de pouvoir mesurer des zones pas facilement accessibles à pied. Donc là le drone chez les géomètres, entreprises travaux publics, quelque chose qui se développe énormément et donc ils cherchent aussi les solutions logicielles adaptées à leurs besoins. Dans le monde du drone, c'est très facile de pouvoir voler et de créer des nuages de points. Là, nous, on intervient et on essaye d'alerter les gens avec les solutions logicielles qu'on propose, qui sont des solutions professionnelles. Donc, pour avoir confiance dans les transformations de données, parce qu'il y a beaucoup de transformations de données, donc des logiciels fiables et éprouvés. Et on assure aussi les formations. Nous sommes organisme de formation certifié Calliope. Et on développe des formations de qualité pour accompagner ces gens avec des prérequis. Pour nous, c'est d'avoir déjà des connaissances en termes de topographie minimum en fonction des modules qui sont abordés dans nos formations et parfois des prérequis. Donc là, si vous n'avez pas de prérequis, vous ne pouvez pas accéder à certains modules de formation. Alors, est-ce que dans les formations, les télépilotes sont déjà des télépilotes ou c'est des télépilotes en devenir ?
Alors nous, on n'a pas trop de télépilotes aujourd'hui dans nos formations, on a plutôt des gens qui exploitent les données de télépilotes. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est assez répandu, où les gens vont sous-traiter la partie acquisition des données, parce que c'est des compétences bien particulières qui n'ont rien à voir avec le métier de géomètre. Par contre, l'exploitation de ces données, là, on intervient plus. Donc en général, nous, nos clients sont plutôt, oui, des professionnels de la cartographie, de la mesure, voire du SIG. Alors, tu viens de parler du SIG, parce que quelques années, lorsqu'on avait des gros problèmes avec certains télépilotes qui ne savaient pas du tout faire de la donnée, on avait surtout des gros problèmes sur l'axe Z. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, ou grâce au matériel que tu mets à disposition, déjà, on a des meilleures performances? Alors sur la planimétrie, on a des performances qui sont remarquables, aussi avec les solutions RTK. Alors il faut bien faire attention à ce qu'on utilise en termes de données pour corriger les drones, ça c'est vrai, il y a des précautions à prendre. Alors il y a encore des écarts qui doivent être surveillés sur l'altimétrie. Donc là effectivement il y a un protocole, il y a une méthode pour arriver à compenser ou à corriger avec des points de contrôle, surtout sur l'altimétrie. Mais la planimétrie, on a plutôt des résultats qui sont assez impressionnants. Ouais. Et alors, donc, sur un salon comme celui-ci, présenté par Escadrone, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors nous, ce que ça nous apporte, c'est la diversité des gens qui sont présents aussi, la diversité des activités et la curiosité de voir comment tous ces différents acteurs qui gravitent un peu autour du milieu du drone, comment on peut collaborer, comment on peut proposer des solutions aux gens qui viennent ici, à nos clients, plus larges que notre spécialité. Et donc notre volonté, c'est pas de tout représenter, mais c'est d'apporter notre petite pierre au monde du drone et de faire partie de ce microsystème qui est d'avenir selon nous. Bien, écoute, c'est très gentil à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être pour les auditeurs de Fréquence Drone? Non, surtout remercier l'organisation et Nicolas Hébert pour son invitation. Je pense qu'il y a pas mal de gens, il doit être content de cet événement et surtout ça. Donc je crois qu'on est tous contents pour lui parce que vraiment il fait un beau travail pour pouvoir... C'est un mec super. Eh bien écoute, je te remercie, merci beaucoup. Merci. Voici un secteur en vogue actuellement, celui de la surveillance par drone. Une activité que maîtrise parfaitement la société Overseen avec une solution de drone automatique. Eric Villiers, le fondateur de cette société, nous en explique le concept. Eric Villiers, je suis cofondateur et président de Overseen, qui développe depuis quelques années une solution d'automatisation pour des drones, essentiellement des drones parottes. Alors, c'est de l'automatisation, on est devant l'appareil, donc c'est une jolie boîte sur laquelle le drone va pouvoir évoluer, si j'ai bien compris, seul, mais de manière automatique. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. En fait, on ne parle pas du tout de drone autonome chez nous, on parle vraiment de drone automatique. Le principe, c'est que le drone est sous contrôle de la base, donc la base au sol, pendant tout le vol. Donc, on va vérifier tous les paramètres de vol en permanence et prendre des décisions un peu comme le ferait un télépilote en fait, pendant une mission. Et le drone va être capable d'enchaîner en fait les différents points, les points de vue, les prises de vue, etc. au fur et à mesure de sa mission, tout en étant en fait piloté par la base. À la fin, il va revenir se positionner au-dessus de la base et la base va le guider précisément pour atterrir tout simplement. Et après, il va être rechargé, prêt pour une prochaine mission. Donc il est prêt à redémarrer rapidement et à repartir sur une mission. Comment est venue l'idée de concevoir ce genre d'engin ? Alors en fait, l'équipe fondatrice de Overseen travaillait dans une société qui édite un logiciel de gestion de caméras de vidéosurveillance. À cette occasion, en fait, j'étais directeur technique. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de discuter avec des clients qui avaient des besoins, notamment de drones intégrés à leur logiciel de vidéosurveillance très simplement. On avait étudié ce qui existait à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. On est en 2016-2017. Ou alors les seules solutions qui commençaient à émerger étaient simplement économiquement non viables pour ces clients-là. L'idée est venue simplement en se disant est-ce qu'on peut transformer un drone plutôt typé grand public, drone caméra, donc du DJI, du Parrot, en une caméra IP volante. Voilà. Pour ça, il faut faire différentes choses. Il faut déjà le maintenir en condition opérationnelle, c'est-à-dire le recharger, le maintenir en extérieur, donc ça veut dire le protéger, et ça veut dire après le guider, c'est-à-dire le piloter en permanence, et surtout, ce qui est le plus important pour nous, récupérer le flux vidéo sans latence et le rendre compatible avec les logiciels de gestion de caméras de vidéosurveillance et aussi les joysticks de vidéosurveillance. C'est-à-dire en fait, ce drone, qui est une caméra volante, cette caméra, c'est l'équivalent d'une caméra sur un poteau que vous contrôlez comme n'importe quelle autre caméra avec le même système
Il n'y a aucun ajout à faire, on est compatible avec la majorité des logiciels du marché. Alors peut-être quand même avec une réglementation un peu différente de celle des caméras sur site, avec sur pied comme on dit, qui renvoie sur des CSU. Est-ce que ça renvoie d'ailleurs sur un CSU ça ? Ah oui, tout à fait, c'est un flux vidéo comme un autre qui peut être dupliqué, renvoyé, repiqué, analysé par une IA, on peut faire tout un tas de choses. Après, concernant la réglementation, effectivement, on a une double réglementation, on a celle qui s'applique à la vidéoprotection, à la vidéosurveillance, et on a la réglementation des drones qu'il faut prendre en compte. Donc, la réglementation des drones, on la prend en compte à différents niveaux. La première, c'est que tout ce que fait le drone, tout ce que le drone a le droit de faire sur un site a été programmé par un télépilote et en aucun cas les opérateurs ne peuvent le modifier. C'est vraiment deux choses totalement compartimentées. D'ailleurs, il n'est même pas possible de modifier les plans de vol sur un système déployé. C'est-à-dire que ça ne peut être fait que depuis l'extérieur par un professionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le système est équipé de tout ce qui se fait en termes de sécurité, que ce soit un système, un coupe-circuit, un FTS, une surveillance en permanence de tous les paramètres de vol, réception GPS, qualité radio, etc. Et puis un ensemble de décisions qui sont prises en fonction de tous les problématiques rencontrées pendant le vol et adaptées. Tout ça a été validé avec les gens de la DGAC avant même de développer la solution pour garantir en fait la possibilité de voler, tout simplement. Voilà. Alors, et sur la partie vidéo, effectivement, il y a une grande réglementation, c'est-à-dire que quand on installe des caméras sur des pylônes, on ne peut pas capter les fenêtres ou des choses comme ça. Comment tu as réussi à gérer en fait ce problème-là vis-à-vis du drone ? Et est-ce que c'est gérable ? Est-ce qu'on peut effacer si jamais le drone venait qu'à tourner, regarder des propriétés privées d'une manière ou d'une autre, de manière non intentionnelle, on le dit bien. Mais comment on peut arriver à gérer ça ? Est-ce que ça existe ? Alors en fait, c'est géré assez simplement. On peut imaginer faire une sorte de masquage dynamique pendant le vol. Alors, on n'a pas été jusque-là pour l'instant. C'est des choses qu'on pourra développer éventuellement plus tard. Sinon, on a une façon très simple de gérer ça. C'est simplement que dans la programmation du drone, dans ses missions, on fait en sorte qu'il ne puisse pas regarder les endroits où il n'a pas le droit de regarder. Je donne un exemple très simple. Si vous voulez être certain de ne pas regarder chez les voisins, vous volez dos aux voisins avec la caméra qui regarde dans la bonne direction et certainement pas dans la mauvaise. Et quant aux mouvements, ce qu'on appelle les mouvements PTZ, c'est-à-dire les mouvements faits avec le joystick par l'opérateur, on limite les angles sur lesquels le drone peut aller. Donc on prend en compte la caméra du drone et on dit il peut aller, de 100 degrés nord à 180 degrés, point, c'est tout. Alors, un engin comme ça, c'est destiné à quel type de clientèle ? Alors aujourd'hui, nos clients sont essentiellement des sites industriels, donc des gens qui ont déjà des systèmes de vidéosurveillance, qui ont déjà des caméras déployées, et ça vient renforcer en fait l'existant. Ça permet par exemple de couvrir des angles qui n'existaient pas avant, de pouvoir renforcer des zones qui sont mal couvertes, ou éventuellement de venir remplacer des caméras qui seraient défaillantes pendant la phase de remise en service, ça arrive régulièrement. Statistiquement, on a entre 25 et 30% des caméras sur un site qui sont inopérantes à un moment donné, pour différentes raisons. Donc le drone vient en fait compléter cet arsenal. L'intérêt du système pour les industriels, c'est que même si on attaque par l'angle sûreté, la partie sécurité, donc la sécurité des personnes sur site, est aussi gérée par ce type d'engin qui vont pouvoir en fait donner une vue à 360 du site de production pour voir s'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place ou quelque chose qui se passe mal. Et enfin, il y a le volet inspection, on appelle ça nous l'inspection du quotidien, celle qui permet de comparer d'un jour à l'autre comment l'outil de production évolue et éventuellement détecter les problèmes avant qu'ils ne causent des arrêts de production ou causent simplement des problèmes. Je peux évoquer la stagnation d'eau sur les toits d'une usine, les groupes froids, les groupes chauds qui peuvent dépasser les températures admises. En comparaison, on voit très rapidement s'il y en a un qui est défaillant, ce genre de choses. Bon, est-ce qu'on peut parler prix de minute sur un produit comme celui-ci, un prix moyen, prix public ? Le système Overseen sans le drone est actuellement au catalogue à 32 900 €. On travaille avec un drone Anafi USA essentiellement qui lui est au prix catalogue Parrot à 7 000 €. Overseen ne vend pas de drone, j'insiste, on vend un système qui permet d'automatiser les drones. Donc voilà, vous arrivez avec un système qui est aujourd'hui au prix catalogue à 39 900 €. D'accord, donc en gros, si je comprends bien, si jamais il y a une panne, si jamais il y a de la maintenance à faire, ça relève de Parrot pour la partie du drone et pour la partie box, je dirais, ça relève de Overseen, c'est bien ça ? Oui, c'est le principe. Alors nous, on ne vend pas en direct aux clients, on passe par des distributeurs, revendeurs à valeur ajoutée. Donc en France, par exemple, on travaille avec des gens comme Escadrone, puisqu'on est ici, mais je peux citer aussi Instadrone qui est dans notre réseau. Donc ce sont eux qui vont proposer la solution tout en un
donc prête à voler pour le client final. Donc ce sont eux qui vont faire l'interface avec les différents fournisseurs de solutions, un peu comme le ferait votre installateur de caméra qui d'un côté va faire l'interface avec le vendeur de caméra, le vendeur de système de sécurité, etc. Donc là c'est très intéressant, ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on est passé par un revendeur comme Escadron, on est tranquille, c'est lui qui va s'occuper de tout, il fera les interfaces qu'il a besoin, il fera l'entretien, mais en plus de ça, il a l'avantage de faire aussi la formation. Tout à fait. L'objectif, en fait, c'est d'avoir des intégrateurs, on appelle ça des intégrateurs drones, qui sont capables de prendre en charge l'intégralité des phases de déploiement, que ce soit l'analyse du site, l'installation physique du système, la configuration, la formation des opérateurs et la maintenance derrière. Après, si vous avez des sites un petit peu compliqués, des sites industriels, en général, ils ont déjà leur intégrateur de sécurité électronique. Dans ce cas-là, on va travailler avec eux pour la partie intégration, comme une nouvelle caméra avec eux. Donc, ce sont des partenariats qui fonctionnent plutôt bien et qui permettent de simplifier en fait le déploiement et l'acceptabilité globale de l'installation du système pour le client final. Eh bien écoute, je te remercie Eric. Donc là, au niveau de Overseen et du salon, j'espère que ça a été un bon salon pour toi. Oui, tout à fait, d'excellents contacts et puis toujours l'occasion de présenter ce que l'on fait et surtout de recueillir les besoins clients et de comprendre en fait où sont les problématiques pour essayer de proposer quelque chose qui convienne à tous et qui réponde aux besoins tout simplement. Tu voudrais rajouter quelque chose peut-être pour les auditeurs de Fréquence Drone? Non, écoute, moi j'ai passé un très bon moment ici aujourd'hui. J'ai rencontré plein de gens que j'avais déjà croisés sans prendre le temps d'échanger longuement, donc y compris avec toi. Donc non, très bien. Eh bien, je te remercie, c'est très gentil à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Et voilà pour cette journée fort intéressante. Nous ne pouvions pas clôturer ce reportage sans donner la parole à celui qui a organisé cette journée. Je veux bien sûr parler de Nicolas Herbert, le fondateur d'Escadron. Bonjour, Nicolas Hébert, je dirige la société Escadron. Alors très bien Nicolas, donc on est aujourd'hui sur le salon, bon ça se termine, on est à la fin. Alors pour toi déjà quel était l'objectif de ce salon ? Ouais, donc on termine la journée. L'idée, c'était de réunir clients et prospects autour de Escadron et ses partenaires et fournisseurs fabricant aussi des matériels, d'avoir un format un petit peu différent de ce qu'on peut proposer ou éventuellement. On propose ce type d'événement avec des démonstrations. Là, on n'avait pas les démonstrations, mais on avait les fabricants qui représentaient aussi les matériels qu'on distribue. C'est très bien. Et tu as eu aussi des conférences que tu as fait animer par différents acteurs. Donc, quel est un peu le sentiment des visiteurs par rapport à ces conférences ? On avait fait le choix de faire une journée complète et effectivement il y a un espace, on va dire, exposition qui permet de discuter avec ces fabricants et puis l'équipe Escadron, mais on souhaitait aussi dynamiser cette journée avec des thématiques dont on sait qu'elles soulèvent des questions chez nos clients et prospects. Donc on avait aussi émis le souhait de mener ces 5 conférences tout au long de la journée, donc à la fois sur des sujets réglementaires drone aérien, de cartographie drone aérienne, de cartographie sous-marine, d'inspection sous-marine ou encore plus largement sur de la sécurisation de sites. On avait un petit peu 5 thèmes comme ça qui recoupent les produits qu'on proposait sur l'espace exposition. Je crois que tu as fait une démonstration de drones marins et sous-marins, non ? Et effectivement, il se trouve que la salle sur laquelle on est une péniche, donc ça permet un accès à l'eau simplement. Donc on a pu montrer aussi les capacités de drones marins et sous-marins dans le cadre de cette journée. Globalement, une journée très intéressante, autant pour ceux qui sont venus visiteurs. Donc tu avais attendu, tu disais, une centaine de personnes. Je pense qu'il y en a peut-être même un peu plus, non ? Oui, c'est une journée, alors c'est un peu difficile de faire le décomptage, mais effectivement, en tout cas, on est content du format que ça a pris. On sent que l'intérêt était présent chez nos clients et prospects, à la fois par les thématiques abordées, puis les produits robots autonomes, le plus autonomes possible qu'on présentait, ainsi que les différents partenaires qui étaient présents avec nous aujourd'hui et qui sont aussi des segments de ce marché du drone aérien. Et avec en plus des personnes qui sont venues de loin, puisque tu as eu 2 personnes qui sont arrivées de Guadeloupe, qui sont venues ici, donc j'ai eu l'occasion d'interviewer aussi. Donc formidable, ça veut dire qu'en fait tu es connu, y compris en ultramarin, c'est bien. Oui, nous, Escadron, on veut avoir une réponse sur le marché francophone. Donc, on est connu au-delà des frontières françaises métropolitaines, mais aussi dans les DOM et TOM, et puis plus largement aussi en Afrique francophone et de façon plus proche en Belgique, Luxembourg, Suisse. Et effectivement, donc les plus loin venaient
de France, des DOM et TOM, mais on avait aussi des personnes qui venaient de Belgique. Donc c'était aussi l'intérêt de créer cet événement à Paris qui est quand même central sur le territoire français et métropolitain et qui est un bon point de rendez-vous. Bon, un Grenoblois qui vient à Paris, c'est pas trop difficile, non? C'est un Grenoblois qui avait fait ses études à Paris, donc c'est un territoire que je connais bien, mais c'est aussi un territoire qu'on va quitter là en rentrant ce soir chez nous. Mais en tout cas, c'est l'endroit qui est choisi est une belle salle, et puis le format qu'on voulait proposer, je pense, était sympathique. Donc en tout cas, un grand merci à tous les participants à cette journée, que ce soit nos partenaires ou aussi nos visiteurs. Donc, eh bien écoute Nicolas, un très grand merci, une très belle journée en tous les cas, on s'est tous régalés, je parle un peu au nom de tout le monde, mais toutes les personnes que j'ai pu interviewer sur cette journée étaient satisfaits, étaient très contents de participer à cette occasion, à cette manifestation. Eh bien, un grand merci, puis merci aussi d'avoir participé à l'animation de cette journée, et puis un petit peu aussi à la transmission de cette journée par les ondes. Ce sera fait, tu peux compter sur Fréquence Drone. Merci beaucoup. Merci Thierry. Voilà, c'est terminé. Merci à vous, fidèles auditeurs de Fréquence Drone. Certaines de ces interviews, comme je vous l'ai dit, vous seront présentées ultérieurement dans leurs intégralités. Fréquence Drone, à la rencontre des acteurs de la filière drone. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones? Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité. Fréquence Drone, l'interview par Thierry Maure. Rédiger un Manex, c'est trop complexe. Une analyse Sora, c'est du tracas. Et ma clientèle, elle se fait la belle. Mais avec Aéropixie, je n'ai plus de soucis. Aéropixie, c'est l'expertise réglementaire dans le drone, la rédaction de votre Manex, audit pour intégrer l'outil drone en entreprise, accompagnement et formation à la création d'une exploitation drone. Faites confiance aux spécialistes des drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Une seule adresse, contact@aeropixie.com. aeropyxis.com. Fréquence Drone est une web radio associative animée par un petit groupe de bénévoles passionnés. Si vous souhaitez nous soutenir, vous êtes invité à adhérer à notre association. Plusieurs formules, selon votre statut et niveau de participation, vous seront proposées. Comment adhérer? C'est très simple. Rendez-vous sur la page adhésion de notre site internet fréquence-drone.fr. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en étant récompensé.